Mon mari a réservé une suite romantique pour sa maîtresse, mais j'étais déjà à côté avec son investisseur. Je suis Harper, cofondatrice d'une entreprise technologique basée à Austin, au Texas. Il y a 8 ans, mon mari, Mason, et moi avons tout commencé dans un minuscule garage avec seulement 2 ordinateurs portables, un tableau blanc et d'innombrables nuits blanches. Nous formions l'équipe la plus synchronisée que j'ai jamais connue. Je m'occupais de la stratégie, il présentait aux investisseurs. Je faisais les présentations, il s'asseyait à côté de moi, les yeux remplis de fierté. À l'époque, lors de n'importe quel événement du secteur, Mason me tenait la main et disait aux gens, voici Harper, la raison pour laquelle cette entreprise existe. Il le pensait vraiment. Et je croyais que, quelles que soient les tempêtes à venir, nous nous tiendrions toujours côte à côte. Mais ce que j'ignorais, c'était ceci, les tempêtes les plus silencieuses commencent souvent dans les yeux de celui qui vous appelait autrefois, mon partenaire pour la vie. Lorsque l'entreprise a commencé à croître au-delà de nos attentes, 3 bureaux, plus de 200 employés, un tour de financement de série s'est extrêmement réussi, j'ai commencé à remarquer que quelque chose changeait. Pas dans nos revenus ou nos rapports, mais dans la façon dont Mason me regardait pendant les réunions, un regard rapide et froid, comme si je n'étais plus sa partenaire mais une assistante assignée aux tâches légères. Au début, j'ai ignoré cela. Je me suis dit qu'il était juste stressé. Mais ensuite, ma place dans la salle de conférence a été déplacée de son côté à l'extrémité de la table, plus près de la porte. J'ai cessé de recevoir les premières ébauches avant les réunions. Une fois, l'assistante de Mason m'a même demandé, « Mademoiselle Harper, voudriez-vous aider à préparer le café pour l'équipe de direction aujourd'hui ?» J'ai ri, mais c'était le genre de rire qui s'étrangle dans la gorge. C'était la pièce que j'avais conçue. Le revêtement de sol que j'avais choisi, carreau par carreau, le logo sur le mur, j'avais collaboré avec le designer pour le créer. Et maintenant, on me disait de mettre peu de sucre et de ne pas trop remplir les tasses de café. Je me souviens clairement du jour où Mason est entré dans la salle de conférence, m'a jeté un coup d'œil alors que j'étais assise tranquillement dans le coin, et a dit, « Harper, peux-tu imprimer l'annexe pour la session de stratégie étendue de cet après-midi ? J'en ai besoin qu'elle soit prête. » Aucun contact visuel. Aucun remerciement. J'ai hoché la tête, serrant mon stylo si fort qu'il a failli se casser. Cette annexe je l'avais rédigée au cours des 3 dernières semaines. Chaque chiffre, chaque modèle, c'était le mien. Mais le nom de Mason figurait sur la couverture. Je n'ai pas parlé, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'observais. Quand un loup est acculé, il ne hurle pas. Il attend. Chaque nuit, je m'asseyais dans un petit bureau au bout du couloir, autrefois une salle d'archives, maintenant étiqueté, mon espace de travail flexible, et j'étudiais le jeu que Mason était en train de construire. Il s'était habitué au feu de la rampe tandis que j'avais été réduite à une ombre. Mais ce qu'il avait oublié, c'était ceci, j'ai construit la scène et, si nécessaire, je pouvais aussi faire tomber le rideau. Lors des réunions, je ne discutais pas, je prenais juste des notes. Je ne le corrigeais pas quand il répétait des données que je lui avais envoyées 3 semaines plus tôt, les revendiquant comme siennes. Je levais les yeux un instant, puis retournais tranquillement à mon bloc-notes. J'avais l'habitude de faire confiance sans hésitation. Mais la confiance est comme le verre. Une fois brisée, les coupures sont profondes. Et je savais que le pire n'avait même pas encore commencé. J'ai commencé à remarquer le changement de Mason il y a environ 4 mois, juste après que l'entreprise a signé un accord stratégique majeur avec un partenaire à Vancouver. Cela aurait dû être une étape que nous aurions célébrée ensemble, comme nous l'avions toujours fait. Mais ce jour-là, il a simplement hoché froidement la tête lorsque je suis entré dans la pièce. Pas de dîner de célébration, pas d'étreinte chaleureuse. Il a rangé ses affaires et a dit à l'équipe, « J'ai un vol de nuit. » Célébrez sans moi. Il ne m'a même pas jeté un regard. Au début, je me suis dit que c'était la pression, gros contrat, présentation interminable, voyage constant. Mais avec le temps, cette excuse s'est usée. Mason a commencé à rentrer de plus en plus tard. Certaines nuits, je restais éveillé jusqu'à près d'1 heure du matin juste pour entendre la porte s'ouvrir, ses pas traînant péniblement vers la salle de bain. Il ne s'allongeait plus à côté de moi. Il a cessé de partager les petits détails de sa journée. Même pour notre 10e anniversaire de mariage, j'avais préparé un dîner tranquille dans notre jardin, mais il n'est pas venu. Désolé, retenu à New York. Le client a reporté, a-t-il texté à 20 heures. J'ai regardé la nourriture froide sur la table, puis le texto. Aucune question, aucune promesse,
juste une notification détachée qu'il ne venait pas. J'ai commencé à remarquer ces voyages d'affaires de dernière minute, des textos vagues, des appels internes urgents le week-end. Un jour, Mason a laissé son iPad sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai ramassé, avec l'intention de le lui rendre. Quand l'écran s'est allumé, même chambre qu'avant. Apporte la robe rouge. J'ai commandé le champagne. 2 jours entiers sans personne autour. Je me suis figé près de l'évier, la main se crispant sur le comptoir. Pas de nom, juste un numéro inconnu. Mais le message m'a transpercé. J'ai rapidement ouvert notre calendrier partagé, un système que nous avions synchronisé pendant des années pour gérer nos voyages. C'était là, une réservation d'hôtel, la suite signature Lorette. 2 nuits à partir du 17 septembre, mon anniversaire. J'ai parcouru son courriel synchronisé, également connecté pour recevoir les confirmations de facturation. Confirmation de réservation, Monsieur Mason Blake est invité. Je me suis empêché de ressentir quoi que ce soit. La trahison n'était pas seulement l'infidélité, c'était d'être effacé, même du mensonge. Aucun message sur la nécessité de trouver une excuse, aucune préoccupation pour couvrir ses traces, pas même la décence de mentionner mon nom. J'ai ouvert l'application de texto de secours que nous avions installée il y a des années pour les voyages internationaux. En faisant défiler les discussions de travail, j'ai trouvé des fils qui m'ont retourné l'estomac. C'est réservé. Vue sur le lac, ta chambre préférée. La fenêtre a toujours ton petit dessin. Pas d'ordinateur portable. Je te veux tout entière. Je serai ton premier cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas scié. J'ai tout copié, chaque mot, chaque image. Je les ai stockés dans un nouveau dossier sur mon ordinateur portable personnel. Je l'ai étiqueté sobrement, 17. Je devais confirmer qui elle était. Une nouvelle recrue venait d'être transférée au siège, Lana Monroe, une directrice créative de San Francisco. Grande, des cheveux blonds ondulés, des yeux ambrés et une voix aussi tranchante qu'un scalpel. J'avais senti quelque chose, la façon dont l'expression de Mason s'adoucissait chaque fois qu'elle passait. Mais je n'avais pas voulu y croire. J'ai ouvert le compte Instagram public de Lana, plein d'événements, de marques de créateurs et d'un voyage d'affaires à Milan le mois dernier. Une photo d'un gala montrait Mason derrière elle, sa main placée plus bas sur son dos que le professionnalisme ne le permettrait. Une autre image, la robe rouge, le genre qu'aucun homme n'oublie une fois qu'il l'a vue. J'avais porté une robe rouge le soir où Mason m'avait demandé en mariage. Il m'avait dit un jour, tout ce dont je me souviens, c'est toi et cette couleur. Maintenant, cette couleur appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Pas de larmes, pas de cris, juste une immobilité glaciale et aiguë se répandant dans ma poitrine. Mason avait joué une partie d'échecs. Il pensait que je me tenais en dehors de l'échiquier, mais j'y étais entré depuis longtemps. Je n'avais juste pas encore fait mon premier mouvement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, transféré chaque élément de preuve sur un disque dur crypté. Puis j'ai libéré mon agenda pour mon propre anniversaire, non pas pour pleurer, non pas pour me réconcilier, mais pour reconstruire entièrement la scène et inviter Mason à son salut final. C'est peut-être juste ma façon de faire. En tant que femme qui a passé près d'une décennie à élaborer des stratégies de croissance, à prévoir les marchés et à gérer les crises, la seule différence cette fois, ce n'est pas que je réparais un accord raté, j'affrontais l'homme qui avait autrefois PA. Partager mon lit. J'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, les preuves, les captures d'écran de l'iPad, les réservations d'hôtels, les messages textes, les photos Instagram de Lana. J'ai tout compilé dans un dossier sécurisé, protégé par un mot de passe avec la date à laquelle Mason avait oublié notre premier anniversaire. Mais le personnel ne suffisait pas. J'avais besoin d'un levier pour renverser l'échiquier. Depuis un an, j'avais remarqué des paiements irréguliers dans les états financiers, des frais de conseil stratégique sous la rubrique marketing, aucun nom de fournisseur clair, aucun représentant listé. Quand j'avais interrogé Mason à l'époque, il avait balayé cela d'un revers de main. L'équipe de Lana s'en occupe. Rien d'important. Ne t'inquiète pas, cette fois, je m'inquiétais. Et quand j'ai retracé chaque facture, chaque paiement, chaque compte bénéficiaire, tout est devenu terriblement clair. 3 sociétés, Vantage Core, PulseView et Nexapoint. Des noms différents, des logos différents, mais chaque facture provenait de la même adresse IP, police de caractères identiques, formatage identique, jusqu'au signe de ponctuation. Chaque paiement approuvé par Lana, signé par Mason.
J'ai engagé Jordan Wells, un expert en criminalistique numérique avec qui j'avais travaillé lors de la violation de données de 2020. En moins d'une semaine, Jordan l'a confirmé, les 3 cabinets de conseil étaient des sociétés écrans enregistrées au Nevada sous la même adresse légale, un service de boîte aux lettres commerciales. Jordan a retracé les fonds, tous consolidés sur un seul compte au Belize. Bénéficiaire principal, une fiducie sous le nom de LM Holdings. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Total détourné au cours des 8 derniers mois, plus de 480 000 $, un chiffre suffisamment important pour secouer le conseil d'administration, mais pas assez à moins que je ne joue les prochaines étapes sans la moindre erreur. J'avais besoin de quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un avec à la fois la position et le mobile. J'ai immédiatement pensé à Raymond Adler, un investisseur stratégique du Minnesota, qui avait injecté près de 3 millions de $ dans notre série B. Mason détestait ouvertement Raymond parce qu'il posait des questions difficiles et refusait d'être manipulé. Moi, en revanche, je savais que Raymond appréciait les vrais bâtisseurs. J'ai utilisé un téléphone personnel non synchronisé pour appeler Raymond. J'ai besoin de vous rencontrer, non pas en tant que directrice générale mais en tant que cofondatrice et en tant que femme trahie. 5 secondes de silence. Puis, je prendrai l'avion pour Austin demain matin. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café d'un ancien quartier d'entrepôt, un endroit où personne de l'entreprise ne tomberait par hasard. Raymond est arrivé en avance, portant toujours son costume gris argenté caractéristique et son regard impénétrable. Mais cette fois, il ne m'a pas interrompu comme lors des réunions du conseil d'administration. Il s'est assis, a écouté et a examiné chaque élément de preuve que j'ai présenté. Quand je lui ai montré les sociétés écrans, il a simplement hoché la tête. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pensais pas que Lana et Mason seraient aussi imprudents. « Pouvez-vous m'aider » ai-je demandé directement. « De quoi avez-vous besoin ?» Un auditeur indépendant avec suffisamment de crédibilité pour que le conseil ne puisse pas le rejeter, et un vote si nous décidons de remplacer le directeur général. Raymond a souri. Vous n'avez pas à le demander 2 fois. Mason a oublié qui maintenait ce financement à flot. Nous avons commencé à nous coordonner. Raymond a envoyé son équipe d'audit sous le couvert d'une vérification financière de routine pré-introduction en bourse, une excuse parfaitement légale pour garder les choses discrètes. Pendant ce temps, j'ai commencé à réécrire des sections des statuts de la société. Sachant que la plupart des membres du conseil n'avaient pas lu au-delà de la page 3 depuis des années, j'ai inséré une nouvelle clause sous les violations éthiques. Si le directeur général est impliqué dans une inconduite financière ou des conflits d'intérêts graves, le président du conseil d'administration peut engager une suspension immédiate sans nécessiter un vote complet du conseil. Une ligne, un poignard enfoui dans un document de politique de 18 pages. J'ai imprimé les statuts révisés et les ai glissés dans la pile de documents de conformité de Mason, des documents qu'il devait signer avant la semaine des annonces stratégiques. Je les ai placés sur son bureau tôt lundi matin avec une note familière, veuillez signer avant 10 heures pour examen par l'équipe juridique. Mason a pris le stylo sans lire plus de 3 secondes. Tu as toujours été doué pour les trucs ennuyeux, marmonna-t-il, feuilletant les pages et signant sans pause. J'ai souri faiblement, non pas de joie, mais parce que je savais qu'il venait de signer la clé de sa propre chute. Le plan était en marche, et j'étais la seule aux commandes. J'ai réservé une chambre au Rosedale Private Suite, un hôtel-boutique dans le West End d'Austin. Non pas parce que c'était le plus chic, mais parce que c'était l'endroit où Mason m'avait emmené une fois lors de notre 2e année ensemble, me surprenant avec un dîner d'anniversaire et disant, chaque année, je te ramènerai ici. Juste nous deux. Nous n'y sommes jamais retournés. Peut-être avait-il oublié, moi non. Et j'ai choisi cet endroit précis, la suite Skyline, 9e étage pour réécrire le scénario de mon 39e anniversaire d'une manière que personne dans la chambre voisine ne pourrait jamais anticiper. J'ai réservé la chambre 2 jours avant la réservation de Mason et Lana, même étage, chambre 9001, juste à côté de la 903, celle qu'il avait réservée avec une note spéciale pour l'hôtel, veuillez préparer champagne et rose à l'arrivée. La réception m'a reconnu dès que je suis entré. Madame Blake, cela fait un moment. Je suis revenu juste à temps, ai-je souri. Et j'ai une petite requête. Je lui ai tendu une carte avec mon numéro privé et une instruction simple, veuillez me notifier lorsque les clients de la chambre 903 s'enregistreront. La réceptionniste a levé les yeux, momentanément surprise, mais a hoché la tête sans hésitation. Je suis entré dans la chambre 901 et j'ai commencé à mettre en scène. La chambre était moderne, dans des tons neutres. J'ai réarrangé les fauteuils et incliné la table basse vers la porte,
juste assez pour que tout à l'intérieur puisse être vu à travers une fente à peine ouverte. J'ai placé 2 flûtes en cristal à côté d'une bouteille de Moët et Chandon fraîche, parfaitement perlée de condensation froide. Sur la table, j'ai tout disposé, relevé bancaire, factures falsifiées, capture d'écran du compte au Belize, la piste de l'argent circulant à travers les sociétés écrans. Chaque élément placé comme faisant partie d'une performance silencieuse, pas trop ostentatoire, assez subtile pour attirer l'œil de quiconque jetterait un coup d'œil. J'ai ajusté l'éclairage. Lampadaire réglé bas, applique murale diffusant une lueur chaude et dorée. Une piste de piano instrumental jouait doucement dans les haut-parleurs, celle que Mason avait utilisée dans notre première vidéo promotionnelle d'entreprise, un morceau du passé qu'il avait essayé d'effacer. Je l'ai transformé en la lame la plus acérée. Je portais une simple robe noire avec un décolleté carré et un tissu de soie frais. Maquillage minimal, cheveux relevés haut, non pas pour séduire mais paraître imperturbable. À 19h08, j'ai reçu un message de la réception, la chambre 903 s'est enregistrée. La femme monte du bar. J'ai répondu par un seul mot, merci. 3 minutes plus tard, on frappa doucement à ma porte. J'ai ouvert. Raymond Adler se tenait là, portant une mallette en cuir noir, avec l'expression d'un homme entrant dans un sommet stratégique, pas une embuscade personnelle. Êtes-vous prête? Oui. Et vous? J'attends ce jour depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Raymond posa la mallette sur la table et en sortit un épais dossier scellé. À l'intérieur, les conclusions juridiques de l'équipe d'audit, les statuts modifiés que Mason avait signés sans les lire, et une convocation pour une réunion d'urgence du conseil d'administration lundi matin. J'ai obtenu les votes. 4 membres sont en attente. Nous avons juste besoin d'une approbation formelle après la réunion. Bien, dis-je, les doigts effleurant le bord de mon champagne intact. Mais ce soir, il ne s'agit pas de signature. Il s'agit de le voir tomber. À 19h22, le léger cliquetis de talons résonna dans le couloir. Je n'avais pas besoin d'un Judas, Lana Monroe. J'ai ouvert la porte juste assez pour laisser la lumière de la pièce se répandre, pour projeter une image de moi, assise calmement à côté de l'homme qui avait longtemps hanté les ambitions financières de Mason, dans un espace qui semblait fraîchement débarrassé d'une négociation clandestine. Raymond était assis en face de moi, la main reposant légèrement sur le dossier ouvert. J'ai entendu le léger grincement de la porte de la chambre 9003. La voix de Mason, basse, attend de voir le balcon. Tu ne voudras plus partir. Puis, le rire discret de Lana. Et ensuite, le silence. Avant même que leur porte ne se ferme, le regard de Mason capta la lumière qui se déversait de la chambre 901. Ma chambre, il se figea dans le couloir au parquet de bois dur, à quelques mètres seulement. Lana se raidit à côté de lui, ses doigts se resserrant instinctivement sur son bras. Je n'ai pas bougé. Raymond n'a pas levé les yeux, feuilletant toujours calmement une page du classeur, comme s'il examinait la clause finale d'un contrat d'1 milliard de dollars. Mason fit un pas hésitant en avant. Harper, qu'est-ce que c'est? Sa voix était rauque, masquant à peine la panique. Je l'ai regardé, et lentement levé mon verre. Joyeux anniversaire à moi. J'ai souri, un sourire léger mais teinté d'acier. Lana laissa échapper un souffle tremblant. Mason se tenait paralysé, son visage exsangue, comme si le sang l'avait abandonné en quelques secondes. Raymond. Mason tenta de se reprendre. Je ne m'attendais pas. Raymond le coupa, les yeux toujours baissés. Nous avons besoin de vous à la réunion du conseil de demain matin. Elle commence à 8 heures précises. Ne soyez pas en retard. Cela a frappé comme un verdict. Lana regarda Mason, cherchant sur son visage, mais il évita son regard. Je me suis levé, champagne à la main, et me suis dirigé vers le seuil. À une portée de bras de Mason. Je n'ai pas besoin de demander combien de mensonges tu as racontés, dis-je, la voix basse et égale. Je les ai tous lus. Mason ouvrit la bouche, secoua la tête. Harper, je. Non, l'arrêtez-je. Il n'y a pas de nous, pas de bon. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de lire chaque ligne de ce classeur. Ou pas, comme d'habitude. J'expliquerai tout au conseil. Lana commença à parler, mais je lui jetai un regard. Elle se tut. Mon regard n'était pas en colère, il était froid, détaché et le genre qui dit à quelqu'un que sa présence a été entièrement effacée de votre monde. Raymond s'avança, ramassant le classeur. Nous ne ferons pas de scène, dit-il.
Cela se déroulera conformément au protocole et au statut. Mais, Mason, je vous suggère de garder le silence à partir de maintenant. Mason me regarda, la confusion se mêlant à la rage, et finalement à une peur indubitable. Que veux-tu, Harper, demanda-t-il, presque en chuchotant. Me détruire? J'ai secoué la tête. Non. Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent quand on est mis sur la touche dans le monde que l'on a aidé à construire, quand on est vu comme une figure vide, sans voix, sans pouvoir, sans confiance. Pas détruit, juste remplacé. Lana recula d'un pas. Sa main glissa du bras de Mason. Elle regarda entre nous, puis se tourna et partit sans un mot. Raymond fit un léger signe de tête. Nous avons terminé ici. Je regardai Mason une dernière fois. Je ne verrouille pas la porte. Si tu veux comprendre ce qui s'en vient, entre et lis. Et j'ai fermé doucement la porte, comme pour clore une réunion ennuyeuse. À l'intérieur, la lumière restait chaude. La musique continuait de jouer, juste un piano simple et persistant, comme le battement de cœur de quelqu'un qui avait abandonné la colère et n'avait gardé que la clarté de la précision. Raymond se rassit, prit une lente gorgée de champagne. Vous avez fait mieux que ce à quoi je m'attendais. Je me suis assise en face de lui. Je ne l'ai pas fait pour vos attentes. Nous sommes restés assis en silence, écoutant les pas de Mason retourner à la chambre 9003, suivis par le bruit de la porte qui claque. Je savais qu'il ne dormirait pas cette nuit-là. Quant à moi, je dormirais profondément parce que demain, je n'aurai plus besoin de me battre. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège à 7h30, exactement 30 minutes avant la réunion d'urgence du conseil d'administration. Je portais un tailleur gris anthracite revers net, un délicat collier de perles, un signal silencieux que je venais en tant que dirigeante, non en tant qu'épouse trahie. Personne n'a dit un mot alors que je traversais le couloir du 12e étage, mais j'ai vu les regards rapides, les détournements immédiats, non pas par gêne, mais parce qu'ils savaient que quelque chose d'important se préparait. La salle de conférence était vivement éclairée, l'écran déjà allumé. Raymond se tenait près de la table, discutant avec les membres vétérans du conseil, Alison Burke et Dean Morale. Ils ont hoché la tête en me voyant, non pas avec des sourires polis, mais avec un respect silencieux. À 7h58, tout le monde était en position. Tout le monde sauf Mason. Une minute plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Il entra, pâle, mal rasé, le col froissé, un contraste saisissant avec l'homme qui avait l'habitude d'entrer dans cette pièce comme si le monde tournait autour de lui. Personne ne se leva. Personne n'offrit de café. Il prit le fauteuil du directeur général, celui que j'avais choisi, et s'assit en silence. À 8h précises, Raymond se leva et plaça un dossier devant chaque membre. Merci à tous d'être venus. Nous allons commencer par une question qui ne figurait pas initialement à l'ordre du jour, un problème urgent concernant la gouvernance financière et l'éthique des dirigeants. Je me suis levé immédiatement. Aucune présentation n'était nécessaire. Au cours des 8 derniers mois, l'entreprise a dépensé plus de 480 000 $ pour 3 fournisseurs de services stratégiques, Vantage Core, PulseView et Nexapoint. Cependant, suite à un audit indépendant, nous avons confirmé qu'il s'agit de sociétés écrans sans personnel réel, sans adresse d'exploitation, et que tous les paiements sont acheminés par des intermédiaires vers un fonds fiduciaire personnel. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran affichait les factures, les parcours des virements et la carte des meilleures transactions. Personne n'interrompit. Tous les fichiers de paiement ont été signés par la directrice du marketing, Lana Monroe, et les approbations finales provenaient du directeur général par intérim, Mason Blake. À ce stade, Mason se pencha en avant, la voix rauque, « Harper, tu essaies de me piéger. » Raymond leva la main. Aucune interruption. Mason s'affaissa, le corps rigide. J'ai ouvert un dossier préparé. Conformément à la clause 4.2, B, 2B, ajoutée dans la dernière charte de gouvernance, si le directeur général est reconnu coupable d'inconduite financière grave, le conseil d'administration a le pouvoir de le suspendre immédiatement sans vote complet, à condition que la violation soit confirmée par un audit indépendant. Raymond hocha la tête et ajouta, les auditeurs ont validé les transactions et confirmé la violation. La documentation a été notariée, avec les signatures de 3 cabinets d'audit indépendants distincts. Je n'ai pas regardé Mason. J'ai regardé chaque membre du conseil. Vous êtes invités à examiner tous les fichiers ici, mais si vous avez une question rapide, quelqu'un nie-t-il que cette entreprise a été vidée par un système frauduleux créé par 2 dirigeants? Silence.
Pas même un bruissement de papier. Dean, généralement le plus neutre, parla le premier, je soutiens la suspension immédiate. Allison suivit, d'accord. Le dernier fut Mark Dinley, qui avait douté de moi dès le premier jour. Il regarda Mason, puis moi, et hocha la tête. Le moment est venu. Raymond finalisa. Conformément à notre nouvelle charte, Mason Blake est par la présente suspendu de toutes ses fonctions exécutives, avec effet immédiat. Tous les droits d'accès et privilèges système seront révoqués dans les 30 minutes. Mason ne se leva pas, ne discuta pas. Il regarda fixement ses paumes, comme s'il cherchait un fragment de pouvoir perdu. J'ai rassemblé mes documents. Temporairement, j'assumerai la direction opérationnelle pour garantir que la prochaine phase d'audit se déroule sans délai. Toutes les actions légales seront décidées lors de la réunion de la semaine prochaine. La réunion se termina en silence, non pas tendu, mais le genre de calme après une tempête alors qu'un nouvel ordre s'installe. Je suis sorti, entendant les pas lents de Mason traîner derrière moi. Alors que j'entrais dans l'ascenseur, il s'arrêta à l'embrasure de la porte mais n'entra pas. « Harper » murmura-t-il, à bout de souffle, « tu ne me reconnais plus ?» Je l'ai regardé. « Non, mais tu as cessé de me reconnaître bien avant que je ne disparaisse de ta vue. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent. À l'étage, le bureau du directeur général était déjà ouvert, attendant. Je n'avais besoin de personne pour me rendre le fauteuil car, en vérité, je n'étais jamais parti. J'avais seulement attendu le bon moment pour revenir, et cette fois, je ne serais pas derrière le rideau. 3 jours après la réunion du conseil, Lana Monroe a soumis sa démission par un courriel de 3 lignes aux ressources humaines. Aucune excuse, aucune explication, aucun appel d'adieu, juste un objet froid, avec effet immédiat. Son départ n'a pas été annoncé publiquement. Je n'en voyais pas l'intérêt. Ceux qui étaient assez intelligents avaient déjà compris ce qui s'était passé. Le reste n'avait pas d'importance. Une semaine plus tard, Mason a envoyé son premier courriel depuis un compte personnel. Son ton était confus, adouci, même teinté de regret, « Je veux juste te voir un instant. » Pas à propos de l'entreprise. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il reste encore entre nous. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Janet Blake, sa mère, s'est présentée à mon bureau sans prévenir. Mon assistante semblait mal à l'aise en la faisant entrer, mais j'ai simplement hoché la tête. Elle s'est assise en face de moi, ses cheveux argentés soigneusement bouclés, ses yeux vieillis toujours vifs. C'était la même femme qui m'avait fait débarrasser la table la première fois que j'avais visité leur maison, celle qui m'avait un jour qualifié de « trop ambitieuse pour être une épouse ». « Harper » commença-t-elle calmement, « je ne suis pas ici pour le défendre. Je veux juste demander, jusqu'où comptez-vous aller avec ça ?» Je l'ai regardé sans sourire. Je ne l'emmène nulle part. Mason s'y est conduit tout seul. Elle marqua une pause. Il s'effondre. Il ne peut pas dormir. Il a dit, il n'aurait jamais pensé que tu serais aussi froide. J'ai fermé le dossier sur mon bureau et j'ai croisé son regard. Vous savez, je pensais que les gens trahissaient par faiblesse, mais maintenant je comprends. Certains trahissent parce qu'ils croient qu'ils ne seront jamais tenus responsables. Elle n'a rien dit de plus, mais avant de se lever, elle a lentement hoché la tête, comme si elle voyait enfin ce que son fils n'avait jamais vu, qui avait vraiment construit cet empire. 3 mois plus tard, nous avons annoncé une restructuration complète des départements marketing et juridique. Tous ceux que Mason avait embauchés pour leur loyauté ont discrètement démissionné. Je les ai remplacés par des personnes qui avaient un réel talent, y compris quelques visages familiers qui avaient autrefois été mis à l'écart. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% au cours du seul premier trimestre. Un projet que Mason avait mis de côté comme « pas assez rentable » a été relancé avec un plan plus durable et transparent. Je n'ai pas envoyé de grands communiqués de presse. Je ne suis pas apparu dans des talk-shows avec une histoire de « dépassement de l'adversité ». J'ai laissé les chiffres et le silence parler pour moi. À l'intérieur de l'entreprise, les choses ont changé. Les réunions n'étaient plus des monologues. Les employés prenaient davantage la parole. L'équipe créative soumettait 2 fois plus de propositions chaque mois. L'unité de service client, autrefois décimée sous Mason, avait désormais son propre bureau dédié et un programme de feedback hebdomadaire. Je n'avais pas besoin de faire une déclaration, mais j'ai changé quelques petites choses. La plaque nominative sur la porte du bureau du directeur général indiquait désormais « Harper Blake, cofondatrice et présidente directrice générale ». Pas de police en gras, pas de projecteur,
mais pas de confusion non plus. Le tableau que Masson avait accroché derrière le bureau, une image de son gratte-ciel préféré, a été remplacé par une carte marquant les 5 premières villes où j'avais personnellement signé des accords d'expansion. Masson ne faisait plus d'apparitions publiques. Certains disaient qu'il avait déménagé en banlieue avec sa sœur. Quelques courriels de son équipe juridique, demandant un examen des conditions de la suspension, ont été traités rapidement et légalement par notre service juridique. Je n'ai jamais publié de réfutation. Je n'ai jamais voulu le détruire. Je voulais juste reconstruire l'entreprise dont il pensait pouvoir me séparer et prouver que personne ne peut vous enlever quelque chose que vous avez construit avec votre jeunesse et le travail de votre vie, à moins que vous ne le permettiez. Un soir, vers la fin de l'année, Raymond est passé à mon bureau avec une bouteille de ce vieux vin rouge, le même genre que nous avions ouvert après avoir conclu notre premier accord canadien. Il n'a pas dit grand-chose, a juste posé une petite carte sur la table, merci de m'avoir rappelé pourquoi j'ai investi dans cette entreprise. Ce n'étaient pas les chiffres. C'était la personne assise ici. Je n'ai rien dit, j'ai juste versé 2 verres. Nous avons trinqué en silence. Pas de toast de victoire, pas de discours orgueilleux, seulement une résolution tranquille. J'étais de retour. Non pas pour revendiquer quelque chose, mais pour leur rappeler que je n'étais jamais parti. Mon histoire n'était pas une question de vengeance, c'était une question de restauration de l'ordre. Dans un monde où les femmes sont trop souvent reléguées en coulisses, j'ai choisi de m'avancer, non pas avec colère, mais avec compétence, stratégie et aplomb. Je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. J'avais seulement à montrer que le silence peut être puissant lorsqu'il est utilisé sagement. Et parfois, la manière la plus intelligente de gagner n'est pas de rabaisser les autres, mais de reconstruire l'empire qu'ils pensaient leur appartenir. Que pensez-vous du choix de Harper? Était-ce de la force ou trop de froideur? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes sur le mariage, la famille et les revirements inattendus.